l'écriture de tout ce qui touchait à la question de l'eau et de l'assainissement dans la phase coopérative de rédaction du programme L'Avenir en commun, qui a été consolidé dans une forme provisoire et temporaire au mois d'octobre dernier, dans l'édition que vous pouvez retrouver ici. Et ensuite, nous avons été avec Natalia Dejean, qui est de Rhône-Alpes, de Annemasse précisément, d'un autre collectif d'usagers de l'eau et de l'assainissement dans votre région. Moi, je viens du Jura, où j'anime une coordination jurassienne eau et assainissement. Et donc, dans notre engagement politique, nous avons fait le choix de nous consacrer principalement, avec le plus de minutie possible, dans ce travail de coordination de cette démarche coopérative. J'insiste sur la méthode parce que je pense qu'elle rejoint le fond. Si on aborde la question des services publics, la question du commun, la question d'un modèle de société dans lequel il y a un haut niveau d'implication populaire, un haut niveau d'implication citoyenne, nécessairement, il ne faut pas que ce soit des slogans sur des affiches, que ce soit des bonnes phrases à tel ou tel endroit, mais qu'on donne à voir que nous sommes véritablement en train de coopérer de manière à trouver ensemble les réponses pour que se mettent en œuvre des lois et des règlements demain qui soient véritablement bonnes pour tous et pas au service d'intérêts particuliers à la solde de lobbies et d'intérêts marchands. Alors, nous nous trouvons à quelle étape là après les livrets thématiques? Le livret thématique sur l'eau est sorti pour la journée mondiale de l'eau mercredi dernier, c'était le 22 mars. Nous en avons profité ce jour-là pour faire le premier atelier des lois de la France Insoumise à Paris. Le deuxième a eu lieu samedi sur les déchets à Clermont-Ferrand et le troisième sur l'eau à nouveau à Lyon, pas plus tard qu'hier. Ces ateliers des lois, dans l'esprit de ce que vous commencez à faire au travers de tables rondes coopératives comme vous l'avez fait là, c'est de rechercher ensemble comment nous allons traduire en faits concrets, en réel, dans la vie de tous les jours, avec les outils adaptés à ce que nous avons comme haut niveau d'exigence en matière de service public, en matière de bien commun et en matière d'implication citoyenne, comment on va traduire ça en texte législatif. Et je veux pouvoir vous dire que ce n'est pas une affaire de quelques experts, mais véritablement un travail que nous voulons engager avec tous ceux qui souhaitent y participer dans chaque circonscription. Si nationalement on peut imaginer que chaque animateur, coordinateur, contributeur de livrets peuvent susciter au moins un atelier des lois pour chacun des 40 livrets thématiques de la France Insoumise, on espère aussi que ça sera une manière de faire campagne et une manière de faire élire des députés issus du peuple et qui entendent gouverner par le peuple et pour le peuple. Plus que déverser des choses déjà préfabriquées, même s'ils l'ont été beaucoup par une implication forte de tous ceux qui ont voulu via la plateforme sur Internet, via les contributions thématiques, faire la loi avec les citoyens dans cette phase de campagne électorale présidentielle puis de campagne législative est, selon moi en tout cas, une bonne manière de donner à voir que nous entendons exercer les mandats différemment que ceux qui nous ont précédés et qui sont arrivés avec des programmes qu'ils n'ont pas forcément respectés et qui étaient préfabriqués dans quelques alcôves ou dans quelques couloirs de parlement ou de sièges de partis politiques. La France Insoumise, c'est aussi ça. C'est ce caractère qui s'exprime dans la façon de faire, qui s'inspire plus des traditions du mouvement ouvrier et de l'éducation populaire que des synthèses de congrès qui finissent par produire des textes qui restent au fond des tiroirs. Selon moi, ce qui avait lieu de faire dans cette campagne et au-delà, dans la manière d'exercer tel ou tel mandat. Ce que juste peux vous dire, c'est qu'à l'étape où nous sommes, après 2 ateliers des lois sur l'eau bien commun de la France Insoumise, il y a un certain nombre de matériaux, de pistes qui se confirment. Il se confirme bien évidemment tout ce que dit la France Insoumise à propos des services publics locaux, de la ruralité, de l'aménagement du territoire, à propos de l'eau, se confirme dans le travail citoyen que nous engageons sur cette particularité de l'eau bien commun. Et notamment la réforme territoriale en général, et la loi NOTRe en particulier,
Jean-Luc Mélenchon se voit confirmer dans un engagement qui n'engageait que lui au départ, mais qui maintenant semble nous engager tous dans la construction coopérative et collective, c'est que nous sommes les insoumis qui allons abroger la réforme territoriale et la loi NOTRe. Et pour l'instant, dans cette construction citoyenne, personne ne vient nous faire l'éloge de cette réforme qui vise à faire des hyper-régions d'un côté et à éloigner les prises de décision des usagers des services publics et des citoyens qui sont directement concernés par la mise en œuvre des lois et des règlements et la question de l'accès aux services publics, aux communs et notamment à ceux qui sont indispensables à la vie, et l'eau et l'assainissement de qualité et l'accès à l'eau potable de qualité et à un assainissement de qualité ne peut pas rester l'apanage d'une résolution des Nations Unies votée en 2010 et qui ne trouve aucun mode opératoire réel. Bien pire, la loi NOTRe organise des logiques d'harmonisation qui vont viser à aller à la simplicité, finalement à cacher les seuls responsables que sont les élus locaux en l'état actuel du droit vis-à-vis des usagers responsables de la qualité, de la quantité de l'eau qui vous est fournie, mais en fait, ils vont se cacher progressivement vers des 0,800 de sociétés commerciales qui sont là pour vendre de l'eau et absolument pas pour permettre un accès à un service de qualité. Pourtant, les contributeurs de la France insoumise au livret au bien commun ont parfaitement vu qu'il fallait arrêter de répéter la doxa des libéraux et des marchands d'eau. Non, le modèle français n'est pas celui des multinationales. Ils n'ont que 11 000 contrats grand maximum en France, métropolitaine et outre-mer compris. Il y a dans notre beau pays 24 000 services publics de l'eau et de l'assainissement. Je viens d'un département où la SOR, Veolia et Suez n'ont que un tiers des collectivités. Les 2 tiers sont régis et gérés par des régies municipales historiques ou des établissements publics à la suite de délégations privées, parce que c'est obligé de faire des établissements publics. C'est en l'état actuel des choses, je vais venir dans un instant à l'avenir, c'est une contrainte, mais il peut y avoir là un intérêt, c'est une plus forte implication des usagers. Enfin, nous trouvons des syndicats intercommunaux, bien entendu, qui ne sont pas des rassemblements en mal de rassembler des cumulards, mais des outils qui visent à mutualiser des équivalents temps plein, des savoir-faire de la fonction publique territoriale, qui regorge de savoir-faire en matière technique, dans le domaine administratif, dans le domaine de l'eau potable comme de l'assainissement. Donc, décomplexons-nous et n'acceptons pas qu'à l'étranger, on laisse dire des parlementaires et des ministres qui transportent des lobbies dans leur valise que la patrie républicaine des Français eh bien, fait confiance à ces entreprises. Donc pourquoi vous ne le feriez pas? Non, en France, le modèle dominant, ce sont les 24 000 services publics de l'eau et de l'assainissement. Alors oui, ils ont 60% des usagers, 64% des usagers, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que ce sont des marchands d'eau. Ils sont allés là où il y avait des affaires à faire, parce qu'il y avait des profits à faire. Ne croyez jamais que parce qu'ils présentent des comptes en déséquilibre à créer, ce sont des philanthropes et qui vous font des cadeaux. Ce n'est pas vrai. Même s'ils vous annoncent des chiffres en leur défaveur. Parce que dans la facture qu'ils vous répercutent, ces marchands d'eau, ils vous répercutent les emplois qui ne servent à rien dans la bonne marche du service, les commerciaux, les directeurs régionaux, les directeurs financiers, obsédés par le rendement financier qu'il faut obtenir pour tenir compte des engagements qui ont été pris à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Et n'oubliez pas qu'en 2014-2015, quand vos factures d'eau ont augmenté de 2 à 6% selon les situations gérées par ces entreprises-là, les salariés de Veolia n'ont eu aucune augmentation de salaire. Le PDG s'est augmenté encore de 9% pour arriver à 2 310 000 euros de salaire annuel, quand les cadres dirigeants se sont aussi augmentés de 60%. Donc il arrive un moment donné où ne soyons pas, nous ça va, mais que les gens comprennent vite qu'il n'est pas étonnant que l'insoumission soit du côté du fait qu'on siffle la fin de la récréation. Siffler la fin de la récréation, c'est
du point de vue des contributeurs, et vous pouvez venir enrichir ce travail sur, dans les prochains jours, le site l'avenirencommun.fr, où vous avez donc le programme, les livrets thématiques, les auditions, et vous allez bientôt avoir les ateliers des lois. Dans ces ateliers des lois, vous aurez, chaque atelier des lois qui se mettra en œuvre, vous aurez l'atelier des lois sur l'eau bien commun. Et là-dedans, vous aurez les différentes séances d'ateliers avec leur consolidation juridique qui vise à mettre des exposés des motifs et des sources, bien sûr, juridiques, et puis de comment on entend mettre en œuvre ce qu'on a aujourd'hui en slogan ou en objectif politique dans ce programme. Et vous allez pouvoir vous-même vous en d'ailleurs avec les citoyens de cette circonscription, ce qu'il apparaît comme devant se préciser, se compléter, parce que nul n'estime avoir la capacité à tout finaliser. Dans ce travail, vous observerez que nous avons avancé l'idée que l'eau bien commun, indispensable à la vie, parce que c'est l'égal de l'air, parce que 3 jours sans eau et nous sommes morts, 3 jours sans eau et nous sommes morts, ne doit être d'aucune manière une marchandise. Et nous entendons mettre ce droit humain à l'eau dans la Constitution de la 6e République. Donc nous sommes porteurs d'une aspiration. Je vous confirme que, et si vous le confirmez au fil du temps dans le travail coopératif, nous pouvons être ceux qui portons dans la construction citoyenne et les allers-retours entre des délégués à une constituante et des citoyens sur les places de village et dans les quartiers populaires, le fait que l'eau bien commun à l'égal de l'air soit au sommet de la hiérarchie des normes en France et que aucun minéralier, aucun marchand de plastique avec de l'eau dedans, pas même des gens qui prétendent faire du chiffre d'affaires dans la cuisine, dans notre cuisine et dans notre salle de bain, ne pourront avoir le droit de citer. Après, il en découlerait des législations. Ces législations, elles vont devoir à la fois avoir des approches transversales qui vont interpeller l'agriculture paysanne et écologique, l'aménagement du territoire, je l'ai dit tout à l'heure, les impacts de l'activité humaine, qu'elle soit artisanale, citoyenne ou industrielle, sur le grand cycle de l'eau, bien entendu, et elles vont aussi avoir un mode opératoire direct sur un certain nombre de sujets. Si par exemple aujourd'hui vous avez, ça a été cité tout à l'heure par David si ma mémoire est bonne, plusieurs modes de gestion. Vous avez les délégations aux entreprises privées, je vous ai dit 11 000 contrats. Vous avez les services publics de l'eau et de l'assainissement, je vous ai dit 24 000 contrats. Enfin pas contrats, 24 000 services, pardon. Donc au milieu il y a encore quelques petites créatures qui se promènent. Les sociétés publiques locales, qui aux yeux de certains sont des quasi-régies. Je ne suis pas d'accord avec ça pour 2 raisons. La première, c'est que depuis quand, sous prétexte que le capital est public, ce n'est pas tout bonnement une société publique avec une vocation capitalistique, dans la mesure où c'est le droit commercial et, et la comptabilité privée qui est la règle, y compris en matière de fiscalité répercutée aux usagers de l'eau. Il y a les sociétés d'économie mixte, et là où on a des accords et des partenariats d'actionnariat entre un opérateur privé, des actionnaires privés et un actionnaire public, qui soit est majoritaire, soit est minoritaire, selon les choix qui sont faits localement. Dans ces 2 cas, le citoyen n'a pas plus le droit de citer que dans une délégation à une entreprise privée. Il n'y a nul endroit où on dit on va de manière collective, horizontale et à égalité de droit de vote contribuer ou prendre des décisions budgétaires, juridiques, sur les conditions d'accès, sur les moyens humains qui sont mis en œuvre, etc., etc. Je devrais, pour être honnête intellectuellement, rappeler que dans les régimes municipaux historiques, qui se transmettent de génération en génération, le citoyen n'est pas non plus un contre-pouvoir extrêmement présent dans la manière de gérer. Mais ça renvoie à la place du citoyen par rapport à la démocratie représentative dans la vie municipale et la vie locale. Et peut-être que ce débat-là, nous devons l'avoir en général à l'occasion de ce que nous mettons dans la 6e République que nous appelons de nos voeux,
et l'organisation politique, administrative et démocratique que nous voudrions avoir à l'échelle de chaque bassin de vie pour que pouvoir et contre-pouvoir, usagers et élus locaux sans nécessairement être candidats d'ailleurs, puissent aujourd'hui s'organiser différemment. Je mets donc ça de côté puisque c'est l'eau qui nous occupe ce soir. Nous avons fait une proposition à cette étape de la construction coopérative du projet sur l'eau. C'est de proposer à nos concitoyens des comités locaux, j'insiste, locaux, de cogestion publique de l'eau et de l'assainissement. C'est donc l'idée qui avance pour remplacer toutes les formes de gestion existantes. Ce n'est pas un outil nouveau ou au nom de la libre administration des collectivités territoriales, il faudrait choisir tout en ayant un droit à garder ce qu'on a déjà. Non. Là, on avance une proposition concrète qui n'est pas définitive, qui a besoin d'enrichissement citoyen et aussi de la participation de l'ensemble des acteurs concernés. Nous pensons que ça doit être un outil unique et territorialisé autour de la source ou des sources indispensables à l'approvisionnement en eau potable du bassin de vie. Bassin de vie se définissant de manière parfois à géométrie variable, donc c'est plutôt le critère source et accès à l'eau potable, bassin versant, champ captant, qui sont à des éléments. Champ captant, c'est les champs d'où proviennent les captages qui approvisionnent nos cuisines et nos salles de bain, pour faire schématique. C'est autour de l'activité humaine concernant ces champs captants que nous imaginons que doit s'installer le travail coopératif de cogestion d'un bien commun tel que l'eau et de traitement ou de prise en compte des eaux usées, des eaux utilisées par la population. Dans le cadre du service public et de la comptabilité publique, mais avec une capacité d'intégration et d'accueil et de respect des avantages acquis par les salariés des 11 000 contrats de droit privé qui viennent de Suez, de Veolia, de la SOR, de la Sogedo, et je vous en passe, et des meilleurs, parce qu'il y a aussi quelques petites PME dans ce domaine en France. De manière à ce que les salariés ne voient pas dans cette mesure quelque chose qui viserait ou qui leur laisserait penser à ce qu'on entende, avec leur savoir-faire, faire du low cost. De la même manière que nous n'entendons pas démanteler le statut des fonctionnaires territoriaux qui aujourd'hui ont un savoir-faire et une connaissance ancestrale en matière d'eau et d'assainissement. Donc, premier aspect qui fait rebond à des choses qui ont été dites ici, c'est cette dimension de cogestion dans le cadre du service public. Nous avons ensuite avancé un certain nombre de pistes ou matériaux de réflexion qui visent à faire prendre conscience qu'on ne pourra pas continuer à laisser s'imaginer que l'eau qui concourt à un chiffre d'affaires, c'est la même chose que l'eau de la cuisine et de la salle de bain. Et donc nous avançons l'idée qu'il faut envisager ce que le droit français permet déjà, mais qui est ignoré ou volontairement dissimulé par des châtelains municipaux assez fainéants finalement, j'ose le dire, que l'on peut mettre en place des tarifications différenciées en fonction des usages. Et qu'on ne peut pas être du côté de ceux qui disent qu'il faut un droit à l'eau et en même temps prétendre prendre des parts fixes et des abonnements à 20, à 30, à 80, quand c'est pas à 100 € avant que la première goutte arrive. Et que là, il est avancé et mis dans le débat de la construction du projet de la France Insoumise, le fait que ces parts fixes au domicile principal soient gratuites, au risque d'assumer politiquement qu'elles soient renchéries pour l'usage professionnel ou pour le tourisme et les résidences secondaires. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'au domicile principal, on n'a pas vocation à porter les investissements qui servent finalement à quelques-uns en mois de l'année.
Et de ce point de vue-là, les stations de ski, les parcs naturels et les cités balnéaires ont mis en œuvre des choses depuis plus de 20 ans qu'il faut cesser d'ignorer, s'inspirer de ces pratiques-là et de ces expériences et regarder si on ne peut pas les généraliser à l'échelle du territoire. Enfin, nous avons la question de la prise en compte de l'assainissement. Je vous livre là des matériaux, mon exposé va être forcément incomplet parce que je me limite en temps. Enfin, 12 millions d'habitants, 5000 foyers au bas mot, qui sont confrontés. Alors ce que je vais dire peut être chahuté et discuté, hein. J'essaye de schématiser. Mais à qui on dit, avec une petite aide, quand on pense à la leur donner, ou qu'on a pensé à la voter, débrouillez-vous parce que vous n'êtes pas aux normes du point de vue de vos eaux usées. Pendant que l'autre partie du pays, on ne sait pourquoi dans l'histoire des collectivités, bénéficient d'un assainissement collectif. Et les autres sont priés de payer parfois des services qu'on ne leur rend pas, dans des services publics d'assainissement non collectif. Incroyable. Et s'ils sont en centre-bourg, boum, le billet c'est à 10 000 € l'installation pour s'en sortir et se mettre aux normes. Quand on est avec un peu plus de chance et un peu de terrain, allez, on peut peut-être descendre entre 3 000 et 5 000 €, je le fais au doigt mouillé, on est d'accord, je ne suis pas totalement technicien et spécialiste du sujet sur les spanks. Mais vous voyez bien qu'il y a là, quelque part, une forme d'inégalité, alors que l'eau de surface, l'eau souterraine, la terre, la biosphère, c'est la même que celle des autres. Et l'eau qui passe dans ton corps aujourd'hui va passer peut-être demain dans le mien. Donc je veux dire, on est un peu tous concernés par ce qui se passe. Et on ne peut pas considérer, ah bah non, c'est dans votre jardin, débrouillez-vous, et vous êtes prié payé, tiens, je vous jette 300 € pour vous aider. Il y a là une inégalité, et puis surtout, il y a une irresponsabilité écologique sur, finalement, ce qui se passe, parce que ce n'est pas les contrôles à l'aveuglette faits par tel ou tel délégataire ou tel prestataire qui assurent qu'en tout point, l'installation individuelle sera performante 12 mois sur 12. Donc, nous avançons l'idée que la maîtrise d'ouvrage pour l'assainissement collectif comme pour l'assainissement individuel doit être la même. Et que parce que le sous-sol est à tout le monde, que la flotte est à tout le monde et que le grand cycle de l'eau intéresse l'humanité tout entière, il faut se poser la question, y compris de financer et de porter les ouvrages adaptés à l'assainissement, y compris à l'assainissement individuel, même si c'est chez autrui, c'est-à-dire sur un bien particulier. Parce que la question n'est pas de savoir si ça valorise le bien, mais de savoir si on est au niveau où il faut être du point de vue de l'intérêt général humain et de l'intérêt général écologique. Ça peut provoquer, c'est pas dans toutes les traditions, mais je veux quand même dire que quand il y a inondation, quand il y a des difficultés aujourd'hui, des collectivités à des fins bassement électoralistes créent des ouvrages ou payent des ouvrages à des fins de préserver des inondations ou de telle ou telle situation par des systèmes de relevage des particuliers. Et je ne vois pas pourquoi en assainissement, on n'est pas capable de voir là qu'il y a un intérêt écologique et un intérêt sanitaire et un intérêt humain indispensable. Donc nous sommes là dans une approche qui vise à reprendre ces prérogatives dans une forme beaucoup plus intégrée. Voilà. Enfin, et je termine sur qui paye. D'abord, je veux rappeler que toutes les installations d'eau et d'assainissement en France sont à vous. Vous les payez déjà, elles appartiennent aux collectivités, à part quelques exceptions de captage où on a laissé filer des droits d'exploitation de sources, de puits ou de forages. C'est un tort, nous y remédierons. Mais pour 99% des captages et des sources, ils sont déjà à vous et ils sont payés par vos factures quant à leur entretien et leur exploitation. Les capacités de stockage, de transport, de mise en pression pour que vous ayez au moins un bar dans la cuisine et la salle de bain en termes de pression, c'est à vous. Vous le payez. Les gens qui mettent en œuvre ce service sont déjà dans vos factures. Ne vous faites jamais leurrer qu'il va y avoir des gens à recruter qu'on ne sait pas comment on va les payer, qu'il va y avoir des choses à racheter parce qu'aujourd'hui c'est tel ou tel opérateur privé qui les gère. Non, c'est à vous. On leur a prêté le temps de la délégation dit de service public qui n'a rien de public, qui a pour objectif qu'il fasse des profits sur ce qui est indispensable à la vie. C'est à vous. Ne vous faites jamais berner par ces châtelains municipaux qui prétendent bien gérer les deniers publics.
Ils ont des comptes à nous rendre sur le fait que nos factures sont surchargées de 25 à 30%. Pour des intérêts particuliers, ne l'oubliez pas. Les compteurs, ça vaut 30 €. Si par hasard, ils ont signé un contrat dans lequel les compteurs ne sont pas à la collectivité, mais sont aux délégateurs privés, honte à eux. Pour autant, venez pas nous dire que ça va coûter très cher, parce que les compteurs ont une moyenne d'âge de plus de 10 ans. Et qu'à 30 € le compteur, ils sont largement amortis. Et avec la part fixe que vous me faites payer tous les ans, j'ai payé 100 fois mon compteur. Donc arrêtez de me faire rigoler avec votre histoire qu'il y a quelque chose à payer. Il n'y a rien à payer. Tout est à vous. Vous êtes les employeurs au travers de vos factures, de les fontainiers, des électromécaniciens, des gars qui font la relève, etc., etc. Bien. Et y compris de la recherche, si tant est qu'ils cherchent quelque chose avec vos factures. Parce que demandez-leur dans leur rapport qu'est-ce qu'ils cherchent, puisqu'ils vous facturent de la recherche. Parce qu'à part un copier-coller qu'on retrouve dans tous les rapports, 2-3 lignes qui n'expliquent pas en quoi vous avez bénéficié de la recherche qu'on vous fait payer, il n'y a rien dans les rapports de ces entreprises privées. Bien. Par contre, nous avons vocation à développer une recherche publique. Vous avez parlé des pollutions émergentes. Vous avez parlé d'un certain nombre de choses qui émergent, voire des pollutions anciennes qui croisent des nouvelles, et ainsi de suite. Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez dit, qui est totalement fondé, j'ai déjà trop parlé. Mais de ce point de vue-là, s'il y a une recherche demain à payer, avec les contribuables et les usagers de l'eau, eh ben, c'est bien que de ce point de vue-là, on améliore et on crée des outils publics vers lesquels les municipalités, les associations de consommateurs et d'usagers pourront se tourner pour avoir des renseignements et comprendre ce qui se passe chez eux, que ce soit du plomb, que ce soit des pollutions émergentes, que ce soit de la turbidité apparente à l'œil nu. On veut des explications, on doit faire la transparence sur ces questions-là. Le mot de la fin sur cette première intervention, sur le qui paye. En effet, ça a été abordé, nous nous posons la question de la gratuité, et pas seulement des parts fixes au domicile principal. Jean-Luc Mélenchon avance souvent la question des premiers mètres cubes gratuits. Bon, les contributeurs que nous sommes, nous lui expliquons qu'avant d'avoir des mètres cubes gratuits, il faudrait que, je vous l'ai déjà dit, que la première goutte arrive gratuitement. Donc on est assez marqué par l'idée qu'au domicile principal, il faudrait arrêter les abonnements et les parts fixes. S'il venait à y avoir des volumes gratuits en plus, que ça soit pour l'eau pour ne pas mourir de soif, ou que ça soit l'eau pour être en bonne santé, que ça soit 3 litres d'eau par jour par personne, ou 15 mètres cubes par an par personne pour la recommandation de l'Office mondial de santé, eh bien, de toute façon, on se demande si c'est pas puisque ce serait dans la Constitution, s'il ne faut pas considérer que ce droit à l'eau que l'on veut effectif, il soit pris en charge par la solidarité nationale. Et que ces comités locaux de la gestion publique de l'eau bénéficient d'une dotation qui permette de couvrir les besoins vitaux du territoire. Et que, après, les mises en œuvre des tarifications en fonction des usages se fassent pour les autres usages. Vous les avez abordés. Moi, je vous ai dit résidence secondaire, je vous ai dit usage professionnel, mais vous avez dit usage de luxe, usage de confort. Certains ont même dit mes usages, sous-entendu mauvais usage, gaspillage, etc., etc. Donc tout ça, on pourrait trouver un système mixte, finalement, où non seulement les usagers s'impliquent, mais pas on leur demande leur avis de temps en temps, hein. Quand on dit comité de cogestion, c'est vous siégez à l'intérieur. Et vous prenez avec vous au chapitre, au même titre que les élus concernés du bassin de vie, la prise de décision. C'est un vote. Après, le mode de désignation, nous verrons. On peut travailler. Candidature, élection sans candidat, part de tirage au sort, représentant des associations de consommateurs et des usagers, représentant des syndicats, j'ai envie de dire là, trouvons ce qui permet d'avoir tout le monde, quoi. Hein, et toutes les formules sont bonnes, je ne les oppose pas. Aujourd'hui, on a un tel déficit de transparence que si on fait l'effort d'en faire un max, eh ben, moi j'estime que c'est une garantie parce qu'il y en a tellement qui prétendent faire de la démocratie tarte à la crème en nous consultant une fois que les projets sont ficelés, que franchement, je veux bien que pour une fois, on exagère à aller dans l'autre sens et que toutes les formules de transparence et d'implication citoyenne soient possibles sans attendre la 6ème République. Je vous remercie.